Bonjour, nous abordons donc aujourd'hui le deuxième chapitre sur les systèmes d'exploitation. Ce chapitre va s'intéresser au processus. Nous avons vu déjà le système d'interruption et la gestion de la mémoire. Donc, nous allons voir un peu comment ça se passe pour ce qui est des processus. Alors, je rappelle l'architecture globale sur laquelle nous avons discuté. Donc, nous avons la machine physique qui est la partie la plus basse sur laquelle nous travaillons. Et un système d'exploitation qui englobe cette machine qui va nous offrir des services, entre autres la gestion des interruptions, la gestion de la mémoire, gestion des exécutions, donc des processus, gestion des fichiers, gestion des entrées-sorties. Les applications, on peut considérer comme applications les bases de données, les navigateurs, les compilateurs, le media player, etc., etc. Les utilisateurs, ce sont toutes personnes qui viennent demander un service à ces applications qui vont utiliser le système d'exploitation qui, à son tour, va utiliser le hardware. Donc, nous allons nous intéresser dans ce chapitre à la partie exécution, donc à la partie processus. Qu'est-ce qu'un processus? Un processus, en fait, c'est un programme en cours d'exécution. Lorsqu'on écrit des instructions au niveau de la mémoire, au niveau d'un éditeur, on appelle ça un programme, mais dès qu'on commence à l'exécuter, on appelle ça un processus. Donc, un processus, il est en mémoire centrale, mais il demande la ressource principale qui est le processeur. Donc, c'est important qu'on sache comment ça se passe au niveau du processeur. Donc, en fait, comme on l'a discuté déjà avant, au niveau de la mémoire centrale, il y a plusieurs programmes qui sont en attente parce que nous avons vu qu'un seul programme ne peut pas garder notre ordinateur, notre machine en fonctionnement optimal. S'il fait une entrée-sortie, la machine reste pas utilisée, le processeur reste en sous-utilisation. Donc, on est obligé d'avoir un deuxième programme à exécuter en tant que l'entrée-sortie n'a pas été effectuée. Donc, c'est ça un peu l'idée sur laquelle nous allons travailler et revenir à plusieurs reprises. C'est le fait qu'il y ait plusieurs processus en même temps en cours d'exécution. On appelle ça du multiprocessing. En fait, le multiprocessing, c'est-à-dire plusieurs processus qui s'exécutent en même temps et chacun va avoir droit à une partie du temps du processeur où on verra selon les politiques qu'on va gérer, qu'on va discuter plus tard. Qu'est-ce qu'un processus? Donc, un processus, c'est un programme en cours d'exécution. Donc, il a des instructions, il a des données, il a surtout une pile d'exécution, un environnement de gestion de son exécution, c'est-à-dire le compteur ordinal, le compteur ordinal, le programme status Word, les registres qu'il utilise, etc., etc. Il y a d'autres informations qui sont importantes, qui sont gérées par le système d'exploitation, par exemple la priorité, qui est le créateur, est-ce que c'est une personne qui est gestionnaire du système, est-ce que c'est un simple utilisateur, la date de création, l'heure de création, les ressources qu'il a demandées, est-ce qu'il est déjà passé par cette machine, etc., etc. Plusieurs informations sont importantes. Ça nous permettra de mieux gérer ce processus et de lui donner les ressources dont il a besoin. Comment exécuter donc un processus? Donc, pour générer, d'abord, comment arriver à obtenir un programme exécutable? Alors, vous avez sûrement dû faire un TP en première année, notamment un TP sur l'assembleur. Alors, la première chose à faire, c'est d'abord d'écrire un programme. Donc, vous prenez un éditeur de texte, n'importe quel éditeur de texte, et vous commencez à écrire du texte. Bon, ce texte donc correspond à, selon la syntaxe et la sémantique que vous allez utiliser, à un langage bien défini. Donc, pour nous, jusqu'à présent, c'est un texte. Donc, vous utilisez un éditeur de texte, vous commencez à écrire.
Ensuite, dès que vous avez terminé la partie écriture des instructions, vous allez passer par la partie compilation. Donc, vous arrêtez la partie euh, édition et vous commencez la compilation. La compilation, c'est un programme qui va prendre comme paramètre votre fichier texte et qui va essayer de l'analyser. Il va l'analyser dans le sens, est-ce que le lexique, est-ce que la syntaxe, est-ce que la sémantique correspondent à ce que aux exigences du langage cible. Donc, on va vérifier est-ce que la syntaxe est bonne, est-ce que la sémantique est bonne. Par exemple, est-ce que vous avez affecté un booléen, un entier ou un réel, un entier, ça ne serait pas logique, ça n'a pas de sens. Si l'analyse est correcte, le compilateur va générer un code objet. Le code objet pourrait être de l'assembleur. Euh, Ça pourrait être un autre langage. Si on veut l'utiliser sur une autre machine, ça pourrait être un autre langage. Ensuite, on va passer par une autre étape qui s'appelle l'édition de liens. Le link qui va essayer de fixer les appels. Je rappelle que lorsqu'on travaille avec, par exemple, Pascal, vous allez utiliser des instructions, des procédures qui s'appellent read, write, etc., etc. Chacune de ces procédures a un code en réalité. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez, l'éditeur de lien va fixer ces appels. Donc, il va chercher le code correspondant à read, à write. Il va le mettre à la place de read et write que vous avez utilisé. Comme ça, votre programme devient transportable. On parlera plus tard d'un programme où la génération ou l'édition de liens est plutôt dynamique. Là, je suis en train de discuter la génération de l'édition de liens d'une manière statique, c'est-à-dire que chaque appel est fixé, chaque procédure, on met à sa place les instructions qui la définissent. À partir de ce point, on obtient un programme exécutable. Il suffit de le charger en mémoire centrale et de commencer à l'exécuter. Donc là, on a obtenu un exécutable, donc on obtient un processus qu'on va exécuter. Donc lors de l'exécution, on appellera dorénavant un processus. Tant qu'il est en mémoire centrale, on va appeler ça un programme, donc il est sujet à modification, à écriture, à plusieurs étapes pour pouvoir dire que c'est un processus. À partir de ce point, Euh, nous avons déjà dit qu'un processus seul ne peut pas maintenir notre ordinateur en fonctionnement permanent, donc en fonctionnement euh, optimal. Sachant qu'à un moment donné, utiliser un ordinateur, c'était une ressource assez importante et assez chère, donc on ne pouvait pas se permettre de garder un seul processus au niveau de chaque ordinateur. Pourquoi? Parce que si le processus fait une entrée-sortie, le processeur ou l'ordinateur reste inactif pendant toute l'entrée-sortie qui va durer je ne sais pas combien de temps. Et donc, ça risque de poser problème par rapport à cette machine. Donc, généralement, nous serons dans un système multiprocessus. Il est multiprocesseur ou pas, le problème ne se pose pas parce que même si on est en système multiprocesseur, il y a tout le temps plus de processus que de processeurs. Et donc, quelque part, il faut gérer chaque processeur indépendamment et gérer tous les processus indépendamment de tout le système. Donc, en cours de son exécution, un processus va passer par plusieurs étapes, par plusieurs états. Notamment, au départ, lorsqu'il demande à s'exécuter, il va passer par une liste de processus prêts, donc une file d'attente. Il va se mettre dans une file d'attente. Et à un moment donné, le système va les lire, va élire un des processus, il va lui donner le processeur. Et donc, à partir de ce point-là, il va commencer à s'exécuter. Si, entre-temps, il fait une entrée-sortie, on bloque ce processus, il passe à l'étape bloquée. Entre-temps, on va élire un autre processus de la liste prêt pour le ramener vers le processeur pour qu'il puisse s'exécuter. Si un processus termine son entrée-sortie, il doit passer d'abord par la liste des processus prêts. Ensuite, il sera probablement
élu pour qu'il puisse avoir bénéfice du processeur. Donc voilà l'ensemble des, des états d'un processus, sachant qu'un processus qui est élu, on peut à un moment donné lui enlever le processeur et le remettre dans la liste des processus prêts pour prendre un autre. Par exemple, dans le cas des systèmes prioritaires, si un processus qui est très prioritaire arrive et on a besoin du processeur, donc on enlève au processus qui n'est pas très prioritaire en ce moment pour le donner à un autre. Je donne un exemple. Dans une clinique où on surveille des malades, si à un moment donné tout va bien, le comptable de cette clinique commence à faire, par exemple, la gestion de la comptabilité ou de la paye ou je ne sais pas quoi du personnel. Si à un moment donné, il y a un des malades qui fait, par exemple, une insuffisance cardiaque, le système détecte le problème, il envoie une interruption et on est obligé de prendre en considération cet événement prioritairement par rapport aux autres. Donc on va arrêter tous les processus qui s'exécutent et on prend un processus qui est prioritaire par rapport aux autres. Donc c'est pour ça qu'il y a la flèche préemption qui fait passer un processus de l'état élu à l'état prêt, donc à l'état attente du processeur. L'état bloqué, je rappelle que c'est l'état où le processus attend une entrée-sortie. On ne sait pas à quel moment cette entrée-sortie va arriver. Dans l'état bloqué, en fait, on demande donc un service qui est externe, généralement qui est pris en compte par un autre dispositif, peut-être, ou d'autres processeurs ou d'autres machines. Donc, on ne connaît pas le temps de réponse, donc on ne peut pas spéculer sur quand est-ce qu'il va revenir ce processus. Mais dès que l'interruption, dès que l'entrée-sortie est terminée, on va le signaler avec une interruption et le processus va passer de la liste des processus bloqués, donc de la file d'attente des processus bloqués, vers la liste des processus pris. En fait, il existe une hiérarchie entre les processus. Un processus peut créer un autre. On va appeler le premier le père, le second le fils. Mais cette architecture est très importante parce que elle définit une hiérarchie qui est très importante par la suite. Je donne un exemple. Le processus père de tous les autres processus, c'est le système d'exploitation. Un processus père a le droit de vie et de mort sur le processus fils. Donc, par logique, le processus père de tous les autres processus, c'est le système d'exploitation. Le système d'exploitation peut tuer un ou plusieurs autres processus utilisateurs s'il voit qu'il est en train de faire, par exemple, quelque chose qui n'est pas logique. Par exemple, il essaie d'accéder à une zone mémoire qui ne lui appartient pas, etc., etc. Donc, il y a une hiérarchie. Donc, il y a le processus père qui crée des processus fils qui eux-mêmes peuvent devenir des processus pairs et qui créent leur propre fils et ainsi de suite. Donc, tous les processeurs répondent à ce schéma. Vous pouvez le voir par exemple dans Unix avec les instructions du style join et fork. Donc, avec les instructions fork et join au niveau du système d'exploitation Unix, on peut créer des processus fils et on peut leur joindre, les joindre en paire, comme on peut leur donner leur propre code, leurs propres données, etc., etc. Lorsqu'un fils se termine, il doit informer son père, il doit lui envoyer une information pour dire est-ce qu'il s'est bien terminé, quels sont ses résultats, etc., etc. Lorsqu'un fils commence à faire n'importe quoi, le père peut l'arrêter. Et le père ne peut s'arrêter que lorsque tous ses fils se sont arrêtés. Voilà, donc il y a une hiérarchie, il y a une coopération entre les fils entre eux, il y a une coopération entre fils et père, etc., etc. Ok, donc nous nous intéressons aussi à comment exécuter, comment ordonner ces processus pour qu'ils puissent s'exécuter. Il y a plusieurs politiques d'ordonnancement des processus. Nous allons parler notamment de la file des processus prêts. Donc, lorsqu'un processus veut s'exécuter, si vous vous rappelez tout à l'heure, il passe par la file des processus prêts. Dans cette file,
on peut la gérer par plusieurs moyens. On peut avoir plusieurs politiques pour gérer cette file. On peut la gérer par priorité, par exemple, fixe ou dynamique. Fixe dans le cas où on va dire on affecte une priorité à un processus. Cette priorité, il va l'avoir tout le temps, durant toute sa vie. Cette priorité peut être basse ou haute selon la décision du système, donc de l'administrateur du système. Et on va gérer la file d'attente des processus prêts selon la plus prioritaire, donc le processus le plus prioritaire jusqu'au moins prioritaire. Le problème avec cette façon de faire, c'est que les processus de très faible priorité risquent de ne jamais avoir la possibilité d'atteindre un jour le processeur. Ils ont tellement une basse priorité que tout le temps les processus de plus forte priorité vont passer avant. On risque d'avoir des systèmes, des processus qui ne seront jamais exécutés. Et donc, on a pensé aussi à offrir un deuxième type de priorité, la priorité dynamique, où la priorité des processus va changer en fonction du temps passé au niveau de la file d'attente. Par exemple, un processus très prioritaire, on lui diminue la priorité chaque 10 quantum de temps, chaque 10 unités de temps. Un processus très peu prioritaire, on va lui augmenter sa priorité chaque 10 unités ou 20 unités de temps. Ceci va permettre au processus très prioritaire de libérer un peu le processeur et d'offrir la possibilité au processus moins prioritaire d'atteindre un jour le processeur et donc de s'exécuter un jour. Donc c'est ça l'idée, c'est d'avoir des priorités entre processus, mais ces priorités, elles peuvent être données par le gestionnaire du système ou le système d'exploitation en fonction, par exemple, du nombre de fois qu'il fait des entrées-sorties, du nombre de fois qu'il utilise la mémoire, etc., etc. On prend des critères sur lesquels on va décider d'offrir plus de priorité à un processus qu'à un autre. Je reprends l'exemple de tout à l'heure. Le malade dans une clinique est prioritaire par rapport à l'application de paye, à l'application de comptabilité, au jeu, à la navigation Internet, etc. Il existe d'autres politiques d'ordonnancement. On ne va pas voir toutes les politiques, vous allez voir ça sur le TD, donc vous allez avoir des exercices à faire, et donc il va y avoir d'autres politiques que vous allez discuter, mais il y a une autre politique qui est très intéressante, c'est le tourniquet, le round robin. C'est une file d'attente tournante, c'est-à-dire que à un moment donné, on définit un quantum de temps comme un petit laps de temps, un certain, un certain temps, généralement en microsecondes, on va dire, qu'on va affecter au processus. Un processus qui s'exécute pendant ce quantum, s'il ne termine pas, on lui enlève de force le processeur et on le remet en fin de file d'attente des processus prêts. Comme ça, on exécute le suivant. Le suivant, on va lui donner aussi un quantum de temps. S'il ne termine pas, on lui enlève le processeur, on le met en fin de liste. Donc c'est une file d'attente circulaire. Ce qui est bien avec cette politique, c'est que tous les processus vont avoir à s'exécuter un jour, ils vont avoir la possibilité de s'exécuter un jour. Elle est équitable entre les processus, cette politique. Le seul problème, c'est que plus il va y avoir de processus, plus le temps d'arriver à exécuter un autre processus va être lent, et donc on aura l'impression d'avoir une lourdeur dans l'exécution des processus. L'autre problème à gérer dans cette politique d'ordonnancement, c'est le tourniquet, c'est lorsqu'un processus se termine ou lorsqu'il fait une entrée-sortie, on est obligé de sauvegarder son contexte, c'est-à-dire le compteur ordinal, les registres, les informations qu'il a manipulées, etc. On les enregistre pour les reprendre plus tard lorsque on aura à le reprendre, à reprendre son exécution. Donc on sauvegarde son contexte
et on le reprendra dès qu'on lui donnera la possibilité de s'exécuter une autre fois. Donc cet arrêt, on va l'appeler la préemption. Donc c'est ça, enlever de force le processeur à un processus. Et donc on enregistre le contexte du processus en cours d'exécution et on charge le contexte de celui qui va venir après. Cette opération de sauvegarde et de chargement d'un contexte, donc le temps d'exécution de ce chargement de contexte et de cette sauvegarde de contexte n'est pas nul. Généralement, le quantum de temps, le délai du quantum de temps doit être nettement supérieur à cette opération qui est exécutée par le système d'exploitation qui permet de sauvegarder, de charger le contexte et d'élire un processus. Le temps qu'on va utiliser pour changer d'un processus à un autre, on l'appelle le temps de commutation. C'est ce temps-là, donc le temps de commutation doit être nettement inférieur au quantum de temps lui-même. Donc on devrait avoir plus à exécuter qu'à gérer les processus. Qu'est-ce qu'un thread? Alors je rappelle que tous les systèmes maintenant intègrent cette notion de thread. Avant, on ne parlait que de processus. Sachez que lorsqu'on est dans un système, par exemple multitâche, chaque processus qui va arriver, qui demande à s'exécuter, il doit avoir un environnement d'exécution. Il va avoir un espace mémoire, il va avoir des registres, il va avoir des piles, il va avoir des données, mais il doit avoir aussi un système d'exploitation qui lui offre toutes ces possibilités. Comment on fait donc? Est-ce que le système d'exploitation, dans le cas de multi-tâches, est-ce que le système d'exploitation va traiter une tâche après l'autre, ce qui n'est pas logique? Est-ce qu'il va se dupliquer autant de fois pour prendre chacune des tâches indépendamment des autres? Ce qui n'est pas logique aussi, parce que dans ce cas-là, quel est l'espace mémoire qu'on devrait avoir? Parce que le système d'exploitation va se dupliquer en autant de fois qu'il y a de demandes d'application. Donc c'est pas évident. Donc on parle plutôt de fil d'exécution. Là, un processus, il va offrir, dès que on demande d'exécuter un processus, il y a un fil d'exécution premier et il peut avoir plusieurs fils d'exécution, il peut avoir plusieurs threads. Donc un thread, c'est quoi? C'est un fil d'exécution, c'est un processus poids léger, c'est un processus très léger, c'est un processus qui n'a pas d'espace mémoire, qui n'a pas d'instruction, qui n'a pas de données. C'est un processus qui n'a que la pile d'exécution et qui utilise les instructions et les données du processus qu'il a créé. Un processus peut avoir plusieurs threads et qui vont travailler en concurrence. Si un des threads pose problème et il s'arrête, les autres continuent à travailler. Le meilleur exemple de ça, c'est par exemple le Google, hein, le moteur de recherche Google. Si on exécutait le processus Google sur chaque requête demandée par les utilisateurs, donc Google, il va offrir la possibilité de naviguer aux utilisateurs. Il arrive des fois qu'on a plus de 1 milliard de requêtes. Est-ce que Google va se dupliquer lui-même pour prendre en charge chacune de ces requêtes? Non. En fait, il va offrir des fils d'exécution pour chaque requête. Et donc, on va avoir des très très petits processus à exécuter au lieu d'avoir tout le processus Google à dupliquer et à exécuter. Donc, c'est ça l'idée des threads. On la retrouve aussi dans les systèmes client-serveur lorsqu'on est en mode réseau. Nous avons un serveur qui va prendre en considération les requêtes des clients. Est-ce que le processus serveur va se dupliquer en autant de clients qui le demandent? Ce n'est pas possible, sinon quel type de serveur nous devons avoir? Je prends l'exemple du CCP. Si tout le monde veut accéder à son compte au niveau du CCP de la poste algérienne, combien d'opérations on fait en même temps? Est-ce que le processus CCP va se dupliquer? C'est pas possible. Quel type de serveur nous devrons avoir?
Et donc, dans ce cas-là, on préfère travailler avec les threads. Donc, c'est des processus poids légers qui n'ont pas d'instructions, qui n'ont pas de données, et donc qui sont plus gérables et qui peuvent travailler en parallèle. Il y a trois principaux modèles de threads sur lesquels nous pouvons travailler. Il y a le modèle répartiteur ouvrier, worker dispatcher. Donc, il y a la requête qui va arriver. Il y a le répartiteur qui va choisir quel est l'ouvrier qui va traiter cette requête. Ce genre d'architecture est très intéressant lorsqu'on travaille sur des systèmes, sur une plateforme où nous avons plusieurs machines et chaque machine pourrait avoir des caractéristiques différentes. Par exemple, système d'exploitation Unix, l'autre Windows, l'autre macOS, etc., etc. Ou une qui travaille avec Intel, l'autre avec Motorola, etc., etc. Donc le répartiteur devrait connaître ça et selon les caractéristiques de la requête, on va orienter la requête qui est arrivée, le répartiteur va orienter la requête en fonction des caractéristiques des ouvriers à sa disposition. On peut l'imaginer comme dans une entreprise qui a des maçons et des plombiers, par exemple. Lorsqu'arrive une demande de service, en fonction du service, donc le chef de l'entreprise, il va dire j'envoie le plombier ou j'envoie le maçon. D'accord? Donc, le deuxième type de modèle, c'est l'équipe où il y a une requête qui va arriver selon la disponibilité. Les threads qui existent sont des threads équivalents qui ont les mêmes caractéristiques et selon la requête qui arrive, celui qui est le moins chargé, on va dire, celui qui est disponible, va traiter la requête et on va avancer en mode. Le dernier type sur lequel nous allons travailler, c'est le pipeline, où nous avons une requête qui va arriver. Une partie de la requête est traitée par le premier thread, qui va la pomper vers le deuxième thread, qui va faire une autre partie, etc., etc. C'est le modèle pipeline qui est très intéressant aussi, qui est très, très connu et qui est utilisé dans plusieurs types d'applications. Les threads aussi obéissent aux mêmes états que les processus. Donc, on peut avoir des threads qui sont bloqués, des threads qui sont en cours d'exécution, des threads qui sont prêts à être exécutés. Et selon les états, on va décider quoi faire avec ces threads. Sachez que les threads sont très utilisés maintenant, notamment avec Java. Lorsque vous programmez en Java, vous avez des classes qui parlent directement du thread, etc. Lorsque vous achetez des machines, vous dites au vendeur, donnez-moi une machine qui contient des processeurs avec multithread, qui accepte le multithreading, donc qui permet de gérer plusieurs threads en même temps. Dans le cas des machines multiprocesseurs, on peut avoir des threads par processeur, si jamais on a besoin de temps d'exécution, de rapidité, dans des systèmes industriels, par exemple. Voilà, donc ça c'est le cours sur les processus. Le prochain cours qu'on va aborder très bientôt, c'est le cours sur les fichiers. Nous avons donc vu le cours sur les interruptions, la gestion de la mémoire. Celui-là, c'est sur les processus. Le prochain, on va parler de fichiers. Ensuite, on parlera des entrées-sorties. Vous allez avoir à gérer des TP. Les TP sur lesquels vous allez travailler, entre autres, c'est la création de processus avec Unix, l'utilisation des threads et des processus en utilisant Java et en utilisant le système d'exploitation Windows. À bientôt.